En mathématiques, je pense que vous êtes les premiers à le savoir, mais la passion n'est pas toujours au rendez-vous. Effectivement, il arrive parfois qu'on doive subir des choses assez barbantes pour pouvoir avancer dans un cours. Alors ça peut être la démonstration de propriétés très rébarbatives concernant une notion qui nous inspire pas vraiment. Je pense par exemple à la théorie des espaces de Hilbert et sa multitude de propriétés concernant le complémentaire orthogonal, c'est une purge ce truc. Mais bon, pas le choix pour étudier des trucs plus avancés, je pense notamment aux opérateurs compacts, mais ça peut tout aussi bien être un raisonnement fade et très calculatoire, typiquement ce que Claude Deschamps qualifierait de sciant. Exemple non exhaustif, le noyau de Fégère, mon bon vieil ami finalement. Je vais me suicider et personne ne retrouvera jamais mon cadavre. Mais heureusement parfois on est aux antipodes totales de tout ça, et on tombe sur des petites choses en apparence anodines, mais qui engendrent réellement un véritable souffle de passion et de curiosité. Aujourd'hui dans cette courte vidéo, je vous propose d'en examiner un en détail, un qui subjugue d'ailleurs toujours autant les étudiants de première année, j'ai nommé le Freshman Dream. Alors d'où ça vient, à quoi ça correspond, parlons-en dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude. Je ne sais pas si vous êtes très au fait de comment fonctionnent la plupart des facs américaines, mais la majorité de leurs diplômes se font en 4 ans. Contrairement à nous les Français qui faisons plutôt les choses en 5 ans avec le cursus classique prépa-école ou bien licence-master. Quand vous arrivez en première année aux États-Unis, vous êtes un freshman. La nouvelle vie commence, première année de fac et non des moindres, c'est un océan d'opportunités qui se dresse devant vous. C'est une année de découverte, d'apprentissage de l'autonomie et de la rigueur, mais surtout vous allez prendre des caisses monumentales et frôler la cirrhose tous les soirs que Dieu fait. Non mais sérieusement, est-ce que vous avez déjà vu les soirées de fous furieux qu'ils font dans les confréries américaines? C'est démentiel, et d'ailleurs si vous avez l'opportunité d'aller dans une université américaine, faites-le, je vous y encourage vivement. Bon, par contre, revers de la médaille, vous allez vous faire bisuter salement en tant que première année. De toute manière, c'est soit ça, soit isolement social pendant les années qui suivent, on n'a rien sans rien après tout. J'espère que vos nerfs seront autant en acier que votre foie, parce que c'est vraiment abusé parfois. Et évidemment, rien à voir avec le bisutage que vous pouvez avoir en école d'ingé ou en commerce actuellement. Ayant été spectateur de plusieurs bizutages de ce genre d'école, je peux vous garantir que sur la plupart des aspects, ça n'a rien à voir, et heureusement d'ailleurs. En France, c'est davantage de l'asservissement débile par des candoles qui ont apparemment un complexe d'autorité, et qui se sentent obligés de foutre une hiérarchie avec les entrants. Mais généralement, ça reste raisonnable, et ça forge même de très bons souvenirs parfois. Ne diabolisons donc pas le bizutage comme la plupart des merdias peuvent le faire en prenant des cas isolés et en étant complètement hors sujet. J'y ai participé plusieurs fois, et c'est des moments sympathiques à se remémorer, je pense en particulier aux Way, qui sont vraiment des mines d'or pour les souvenirs. Alors ça, c'est tant qu'il n'y a aucun débordement, Bon, évidemment, ça c'est inévitable, parce que ça impliquerait que les gens ont un QI positif, sauf que ça c'est pas toujours le cas. Il y a par exemple les arts et métiers, très célèbres là-dessus, qui à l'époque avaient poussé le délire peut-être un peu trop loin à cause d'une minorité de décérébrés probablement mal aimés de leurs parents. En pratiquant par exemple des sévices physiques, de l'isolement, des privations de sommeil, et j'en passe, Comme vous pouvez le constater, ça tenait vraiment de l'ordre d'une secte BDSM, et il y avait un véritable gouffre entre le côté fraternel et la réalité. La vérité, c'est qu'il y avait souvent des débordements phénoménaux, et ça confondait généralement esprit d'équipe et profond harcèlement. Avec des gazards qui finissaient par porter plainte et quitter l'école. Enfin ça, c'était à condition qu'ils ne mouraient pas entre-temps. Et pour les plus férus de la soumission, vous avez également les facs de médecine qui pratiquent un réel bizutage, qui est en fait une pâle imitation de ce qui se fait aux États-Unis depuis des lustres, dans laquelle vous bouffez des aliments variés, vous devez mimer des scènes de cul, vous prenez un coma éthylique par semaine, et d'autres choses humiliantes inacceptables. Imagine-toi lécher une langue de bœuf parce qu'une future femme à chatte l'a ordonné, ou encore recevoir une bassine de vomi, et en plus de sourire comme un trisomique après. Haha. Mais bon, t'as les carabins qui vont justifier ça comme d'habitude en s'enfonçant encore plus. Ah mais tu sais, c'est pas véhiculer la solidarité, Allez maintenant continue de ramper sur le sol, sac à merde. Bref, la première année aux États-Unis se termine, non pas sans encombre, vous entrez en deuxième année et vous devenez sophomore. C'est ici généralement que vous choisissez votre matière de prédilection, que eux ils appellent le major, et finalement les choses se corsent à partir de ce moment-là. Et oui, effectivement, si vous voulez devenir un expert dans un domaine qui vous tient à cœur, il va nécessairement y avoir des embûches en chemin. Les 2 dernières années, dans lesquelles vous deviendrez respectivement junior puis senior, ce seront des années de spécialisation et de consolidation. Vous décrochez finalement votre diplôme, à vous la vie de rêve. C'est évidemment faux, le marché du travail étant inondé, vous devenez employé polyvalent chez McDonald's, mais bon ça c'est une autre histoire, Remontons un peu dans le temps au moment où vous étiez freshman et en particulier en classe de maths. Il est important de contextualiser un petit peu l'ambiance en mathématiques parce que véritablement il y a une marche entre là quand vous étiez au lycée tranquille et le supérieur. Les attentes sont bien plus élevées qu'au lycée, les profs sont beaucoup plus pervers d'ailleurs, et il y a notamment un truc que les profs adorent pour tester la réflexion des élèves, c'est les questions en vrai faux. Quoi de mieux sincèrement pour piéger un élève qu'un vrai faux avec justification. C'est en général le truc cauchemardesque quand tu maîtrises pas ton cours à la perfection. Et qu'évidemment les fameux QCM à point négatif, trop souvent oubliés, ça aussi c'est sans vaseline. Ce que je vous propose maintenant pour bien vous présenter le Freshman Dream, c'est d'endosser le rôle du prof pervers. Bon ça je pense qu'il y aura aucun souci, je suis d'ores et déjà un prédateur sexuel. Pendant l'espace de 2-3 minutes, je vais vous balancer un vrai faux et on va tâcher d'y répondre ensemble. Ça portera sur un concept que vous connaissez depuis le collège, j'ai nommé la fonction carré, donc ça devrait bien se passer. Ok,
Et on va commencer gentiment, je vous affiche une assertion et vous avez exactement 3 secondes pour me dire si c'est vrai. Vous pouvez mettre pause bien entendu, pendant ce temps-là je vous mets un mec qui danse. Bon, si vous avez répondu que c'est vrai, félicitations, vous êtes officiellement moins bon qu'un élève de collège, c'est le quackousum qui vous accable finalement. Évidemment c'est faux, x carré égale 4 n'implique pas nécessairement que x vaut 2, x peut tout aussi bien valoir moins 2, moins 2 au carré ça fait bien 4. En revanche, si j'avais mis pour tout x réel positif, là on aurait eu une assertion qui est vraie. Très bien, maintenant que vous êtes un petit peu plus concentré, deuxième question, j'introduis quelques notions avant. On dira qu'une fonction est injective si chaque élément de son espace d'arrivée possède au plus un antécédent. De la même manière, on dit qu'une fonction est surjective si chaque élément de son espace d'arrivée possède au moins un antécédent. Et si une fonction est à la fois injective et surjective, c'est le combo gagnant, c'est-à-dire que chaque élément de son espace d'arrivée possède exactement un antécédent, et ben on dit que là la fonction elle est bijective. Je vous mets des diagrammes Sagittaux pour bien illustrer ce que ça représente. Si ça vous paraît pas très clair, illustrez ça comme pour les enfants, avec des chaussettes que vous rangez dans les tiroirs de votre commode. S'il y a au plus une paire par tiroir, votre rangement est injectif. S'il y a au moins une paire par tiroir, votre rangement est surjectif. Et s'il y a exactement une paire de chaussettes par tiroir, et ben votre rangement est bijectif. Bon, maintenant qu'on est familier avec ces nouvelles notions, je vous mets une assertion et c'est à vous de me dire si elle est vraie ou fausse. 3 secondes comme d'habitude, mec qui danse. Si vous avez répondu que c'est vrai, vous êtes sûrement trop précipité. Effectivement, dans les définitions d'injectivité, de surjectivité et de bijectivité, un élément crucial que beaucoup oublient, c'est que ça dépend non seulement de l'ensemble d'arrivées, mais aussi de l'ensemble de définitions. Parce que les antécédents vivent là-bas, tout simplement. Et là, vous constatez avec stupeur que je n'ai donné ni l'un ni l'autre, tout simplement pour vous montrer qu'en fait, la fonction carré, ça peut être n'importe quoi, elle peut être ce que vous voulez finalement. Sauf votre copine, bien entendu, rappelez-vous qu'on a fait vœu de chasteté en maths, on ne se laissera pas distraire par les futilités charnelles. Et donc effectivement, si je vais de R dans R, je suis ni injectif ni surjectif. Moins 1 n'a pas d'antécédent par exemple, et 4 possède 2 antécédents. Si je me limite cependant de R à R+, je suis dans le demi-plan supérieur, et donc je suis surjectif. Tout le monde a bien au moins un antécédent. Mais pour autant, je suis pas injectif. Toutes les images en dehors de 0 ont 2 antécédents, donc ça foire complètement. Alors ok, et maintenant si je vais de R+ dans R, je suis dans le demi-plan de droite, et là je suis injectif. Tout le monde a bien au plus un antécédent. En revanche, je ne suis pas surjectif. Moins 1 n'a toujours pas d'antécédent, pas de bol. Et pour clôturer tout ça, si je vais de R+, dans R+, je suis carrément bijectif. Donc l'assertion était ni vraie ni fausse, elle était incomplète sans en savoir plus. Et on ne pouvait par conséquent pas répondre. Voilà, je suis un dangereux pervers. Bien, j'espère que tout le monde n'est pas largué. Troisième assertion que je vous affiche dès maintenant, dont j'aimerais connaître le degré de véracité. Là, je vous laisse même pas 3 secondes. Effectivement, Axel, c'est faux. Arrête de nous prendre pour des golemons. C'est immédiat, on connaît nos identités remarquables depuis le collège, il manque le 2AB. Sauf qu'encore une fois, vous tombez dans le panneau, je n'ai pas quantifié A et B. Bon alors dans ce cas, quantifions-les, soit A et B deux réels, et je garde la même assertion. Question maintenant que c'est un peu plus précis, est-elle vraie ou est-elle fausse? Là, on peut, je pense, affirmer que c'est faux, c'est relativement inattaquable. Vous êtes sûr? Parce que si A égale 0 ou B égale 0, c'est parfaitement vrai, l'égalité devient triviale, certes, néanmoins, ça reste vrai. On va donc évincer le cas pathologique du 0, et à partir de maintenant, on est tous d'accord pour dire que l'assertion est fausse en vertu de la fameuse identité remarquable que tout le monde connaît. Bon, alors c'est pas très palpitant tout ça, sauf que maintenant, si je vous disais qu'il existe un ensemble de nombres non trivial dans lequel ça marche toujours, ce serait fou, non? Laissez-moi donc vous présenter, mesdames et messieurs, Z sur 2Z. Alors, à quoi correspond Z sur 2Z sans vous faire un cours pompeux de structure algébrique? C'est tout simplement un ensemble correspondant au reste de la division euclidienne par 2. Et par analogie, Z sur NZ, ce sera un ensemble correspondant au reste de la division euclidienne par N. Premier constat, ce ne sont pas des ensembles de nombres, sinon j'aurais pas mis une barre à la con sur chacun des nombres de l'ensemble, mais ce sont bien des classes d'équivalence qui vont vous rappeler finalement toute l'arithmétique modulaire que vous avez fait en maths experte. C'est vraiment une nuance très importante que je fais là, parce qu'on fait l'erreur au début et c'est pas grave, mais quand vous poussez les résultats des structures d'anneaux, confondre un nombre et une classe d'équivalence, ça peut vraiment vous saloper un raisonnement. Donc posez-vous bien et essayez de bien faire la distinction. Par exemple, 1 bar dans Z sur 2Z, c'est littéralement la classe modulo 1. Donc c'est tous les nombres dont le reste de la division euclidienne par 2 donne 1. C'est-à-dire tout naturellement les nombres impairs. Et par extension, si je prends par exemple la classe modulo 4 de Z sur NZ, ce sera tous les nombres dont le reste de la division euclidienne par N donne 4. Très bien, maintenant qu'on a ce nouveau type d'ensemble, on va raisonner en termes de congruence modulo 2 et on va voir pourquoi l'égalité fonctionne. Je pense que vous commencez à voir comment ça va fonctionner d'ailleurs. Je prends donc A et B dans Z et je regarde ce que vaut A plus B au carré modulo 2. Mais A plus B au carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré.
mais 2ab étant divisible par 2, ça me laisse qu'avec du a carré plus b carré. Et donc je viens de montrer que mon assertion était vraie dans z sur 2z, voilà, c'est splendide. Et c'est donc ça, le Freshman Dream. C'est une identité qui a longtemps été fausse dans votre esprit, mais qui s'est avérée être vraie, finalement, en changeant de point de vue. Et attendez la suite, parce que c'est encore plus magnifique. Si je prends maintenant p, un nombre premier quelconque, j'insiste sur le quelconque, alors je sais que dans z sur pz, j'aurai nécessairement a plus b puissance p, qui vaut a puissance p plus b puissance p. Et ça, c'est incroyable parce que ça signifie que l'exponentiation par p est linéaire dans z sur pz. Et d'ailleurs, dans n'importe quel corps de caractéristique p, pourvu que p soit premier. Si p n'est pas premier, c'est malencontreux, déjà vous perdez la structure de corps irrémédiablement. Et ensuite, c'est facile de trouver un contre-exemple quand p n'est pas premier. Je sais pas, vous prenez p égale 4 par exemple. C'est clairement pas premier. Et si vous vous placez dans z sur 4z, 1 plus 1, le tout à la puissance 4, ça fait 16, qui est congru à 0 modulo 4, tandis que 1 puissance 4 plus 1 puissance 4, ça fait 2, congru naturellement à 2 modulo 4. Et clairement, là, l'égalité ne tient plus, donc le fait que p soit premier est très important. Alors plaçons-nous du coup dans le cadre qui fonctionne bien, et voyons voir surtout pourquoi ça fonctionne, parce que ça, c'est vraiment très intéressant. On va donc regarder pourquoi cette égalité que j'affiche est vraie modulo p. Et là, la seule chose que l'on peut faire pour démarrer, c'est d'exploser le membre de gauche avec un outil fantastique, j'ai nommé le binôme de Newton. Alors le binôme de Newton, c'est une sorte de généralisation à la puissance que vous voulez des identités remarquables. C'est une très belle formule qui se démontre par récurrence sur n, je vous suggère évidemment de tenter de rédiger l'hérédité, c'est très formateur pour tout ce qui est réindissage de somme. Ici on va l'admettre parce que la vidéo doit rester courte, et on va du coup réécrire le membre qui avait l'air intraitable. J'ai donc isolé ce que je veux à l'arrivée, et j'ai un truc supplémentaire qui me saoule dont j'aimerais me débarrasser. Et là, la stratégie ne s'invente pas, il va falloir montrer que les coefficients binomiaux non triviaux sont systématiquement divisibles par p. Alors on pourrait se dire que ça va être beaucoup de boulot, rassurez-vous, ça va se passer tranquillement. On prend donc i un entier entre 1 et p-1, et on écrit le coefficient binomial associé avec sa définition. Donc ça revient à dire que i parmi p, i factoriel, p moins i factoriel est égal à p factoriel, j'ai juste passé le tout de l'autre côté, et là on a p qui divise le membre de droite, p divise clairement p factoriel, donc par égalité, p divise aussi le produit moche qu'on a à gauche. Il divise donc nécessairement au moins un des facteurs, mais par hypothèse sur i, p ne peut pas diviser i factoriel, et il ne peut pas diviser non plus p moins i factoriel. Donc il divise nécessairement i parmi p. On a donc montré que pour tout i entre 1 et p-1, le coefficient binomial associé était divisible par p. Il en résulte alors que modulo p, on a bien a plus b puissance p qui vaut a puissance p plus b puissance p, et l'assertion est donc bien vérifiée dans z sur pz. Magnifique, encore une fois, on a montré un résultat qui est assez surprenant, je trouve, et on aura appris que quand quelque chose est faux sous un certain point de vue, il n'est pas nécessairement faux sous un autre point de vue. Et même en maths, c'est vous dire à quel point la subjectivité est puissante. Alors j'en vois déjà m'attaquer sur le fait que c'est une identité qui est juste exotique, qu'elle ne sert pas à grand chose finalement, que z sur pz est un ensemble inutile qu'on ne croise jamais. C'est évidemment une erreur monumentale, vous méritez le goulag, parce que déjà la majorité des algorithmes de chiffrement fonctionnent avec les nombres premiers, je le dirai jamais assez, mais merci les nombres premiers, qui me permettent via le cryptage des données de non seulement faire mes achats en ligne sans me faire voler ma gargantuesque fortune, mais aussi pour envoyer des photos nues en toute confidentialité. Et quand vous manipulez des très grands nombres premiers, ce qui est généralement le cas, vous êtes très content d'avoir cette égalité. J'insiste encore une fois, mais avoir de la linéarité dans de l'exponentiation, c'est quelque chose de remarquable, c'est un rêve éveillé. Parce qu'avec ça, du coup, vous pouvez construire un morphisme qui porte le doux nom de morphisme de Frobenius, qui est au cœur de certaines infimes théories dont personne n'a probablement jamais entendu parler, genre la théorie de Galois ou la théorie des courbes elliptiques, bande de tarés. Ouais, je fais de l'ironie, ouais. Et ouais, mon gars, le second degré, c'est pas qu'une température. Je suis vraiment ridicule, je sais pas ce que je fais de ma vie. Donc, respectez cette égalité, je vous en supplie, surtout si vous commencez votre épopée algébrique, en particulier arithmétique, vous n'avez pas fini de la voir, elle est partout. Bref, c'en est tout pour le Freshman Dream, on se sera furieusement amusé dans cette vidéo. Certainement pas, tu n'as pas d'amis, sauf que c'est pas tout. Après votre année en tant que freshman, rappelez-vous, il y a votre année en tant que sophomore. Et il se pourrait fortement que s'il y a un Freshman Dream, il y a aussi un Sophomore Dream. Et il s'avère même que c'est une égalité encore plus splendide que la première. Et nous allons d'ailleurs nous y plonger maintenant, c'est la fin de la vidéo. J'ai soif! Ça fait longtemps que j'avais pas fait un teasing à la con, après tout. Activez la cloche. La prochaine vidéo, on parlera de ce fameux Sophomore Dream. Qu'est-ce qui inspire tant les deuxièmes années finalement? Vous allez rester sur le cul, c'est faux, c'est de la publicité mensongère. Ça va être éclaté comme toutes les autres. Ce sera juste une foutue intégrale. J'espère néanmoins que les plus masochistes d'entre vous seront là la prochaine fois parce qu'on va apprendre plein de trucs. Ça m'a fait plaisir de vous parler de tout ça, j'essaye de vous sortir la prochaine vidéo rapidement, avec ma procrastination légendaire, attendez-la pour novembre. Je vous fais des bisous, je vous aime fort, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.